Haïti a été frappé coup sur coup par deux catastrophes. Un tremblement de terre de magnitude 7,2 suivi quelques jours plus tard d'une tempête tropicale. Dans les deux cas, ce fut surtout le département du Sud qui a été le plus touché. Aujourd'hui, dans ce département, certains parlent d'une situation apocalyptique. L'aide s'organise mal, pas de coordination et la situation s'aggrave. Notre invité de ce soir est M. Clarence Renoir, coordonnateur du parti UNIR, qui s'est lancé dans l'aide, l'organisation de l'aide. Bonsoir Clarence Renoir. Bonsoir Serge et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Métropole, de Métro News en particulier. Clarence, vous avez fait sortir un communiqué appelant à la solidarité. Concrètement, où est-ce que vous en êtes? Déjà, la solidarité, c'est quelque chose qui était très important pour nous de lancer comme appel, comme cri, parce que c'est vrai que la communauté internationale vient en aide, vous l'avez dit tout à l'heure, mais elle peut être mal organisée parce que ne connaissant pas le pays. Je crois que les gestes de solidarité d'un voisin à un autre est la première recommandation que nous puissions faire au moment de cette crise qui nous a tombé sur la tête de ce tremblement de terre et aussi de la tempête qui est venue par la suite. Maintenant, dans la concrétisation de la solidarité, il y a des gestes à faire envers nos frères et sœurs haïtiens dans le Grand Sud, car ce n'est pas uniquement le département du Sud, mais il y a les NIP et la Grande-Anse, donc ce sont trois départements qui sont touchés. Nous sommes à UNIR dans un temps de prise de notes. Nous avons des équipes sur le terrain qui nous font remonter des informations extrêmement importantes pour savoir où diriger ce que nous avons. Nous n'avons pas la capacité, la machine de l'aide internationale, ni la machine de l'aide gouvernementale. Nous avons nos petits moyens que nous rassemblons grâce à certains supporters du parti, grâce à certains membres du parti, et nous sommes en train de nous organiser pour retourner sur le terrain et servir, nous appelons notre opération main en main, c'est-à-dire aller de porte à porte, rencontrer les gens et servir en toute dignité, en toute discrétion et ceux qui sont dans le besoin. Mais est-ce que dans le même temps, vous avez fait appel à une aide financière, une aide en matériel, une aide en médicaments? Est-ce que cet aspect des choses, vous y êtes lancé également? Écoutez, nous réservons le domaine de la santé où elle est réservée au gouvernement ou aux grandes agences internationales de santé. Nous pensons qu'il faut aller vers les gens dans leurs besoins immédiats, dans les besoins directs. Donc, c'est dans ce secteur-là que nous travaillons. Et écoutez, je vais vous dire, nous avons deux priorités à unir. Dès le début, nous avons défini, grâce à nos équipes, nous avons défini un code de conduite sur le terrain, comment nous comporter, quoi observer, quoi faire. Et en même temps, nous nous sommes dit, nous allons nous accorder deux priorités, les femmes et les enfants. Ce sont ces deux catégories de sinistrés, de personnes qui sont victimes, que nous voulons servir d'abord. Les enfants, pourquoi? Parce que c'est l'avenir. Et nous leur apportons quoi, les enfants? Bien sûr, de quoi se vêtir, de quoi se couvrir le soir, parce qu'ils auront besoin de couverture le soir, mais aussi des livres, des cahiers, des plumes, parce que l'école, c'est pour bientôt. Ces enfants traumatisés par ce qui s'est passé auront besoin de s'évader un petit peu de la maison fissurée, de la maison effondrée, pour entrer à l'école, pour retrouver des camarades, retrouver l'ambiance scolaire, pour leur permettre de s'évader, mais aussi de se construire personnellement. Donc nous arrêtons sur les enfants d'abord, et ensuite les femmes, parce que c'est la femme qui est le potomitan de la famille haïtienne, et si nous touchons la femme, nous savons que le reste de la famille est aussi touché. C'est ça, vous avez tout à fait raison. Les deux priorités essentielles, c'est bien sûr les femmes et les enfants d'abord et les femmes ensuite. Mais Clarence Renoir, avec vos gens qui sont sur place et qui sont donc au contact de la vraie réalité de ce qui se passe sur place, là-bas, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce qui manque le plus dans ces départements sinistrés aujourd'hui, c'est une
coordination générale. Je lisais la lettre du docteur Desmangles, qui est actuellement à l'hôpital des Kites, un chirurgien orthopédique qui faisait une liste, un cri d'appel de tout ce qui manque. Mais il y a une phrase qu'il a dite aussi, il disait « Si vous voulez envoyer des dons, évitez de les envoyer aux grandes ONG qui sont sur place parce qu'il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de coordination entre ce qu'ils font et ce que nous essayons de faire. » Alors, comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation, à ce manque de coordination? Ça doit se faire au niveau gouvernemental. Je vais revenir si vous voulez, mais il a parfaitement raison. C'est une question d'organisation. Malheureusement, nous n'avons pas tiré, parce qu'il y a aussi des troubles politiques tout le temps dans ce pays, nous n'avons pas tiré les leçons de ce qui s'était passé en 2010. Parce que 11 ans après, nous aurions dû être mieux organisés pour recevoir l'aide et pouvoir canaliser l'aide vers les populations victimes. Donc il y a un grave déficit d'organisation, donc de coordination. Mais la coordination revient forcément au gouvernement. Le ministère de la coopération externe, qui est le ministère de la planification aussi, devrait prendre en main cette coordination de l'aide internationale qui arrive. Certes, des ONG vont arriver, ils sont de bonne foi, ils sont de bonne volonté, mais ils ont des objectifs peut-être différents de ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai une crainte, c'est aussi qui est nourrie par ce que nous avons fait remonter du terrain jusqu'ici à Port-au-Prince au bureau de l'UNIR. Ce que nous avons remarqué, ce que nos agents sur le terrain ont remarqué, c'est que les populations éloignées qui sont dans les vallées, dans les collines, dans les montagnes, ne sont pas encore touchées par cette aide. C'est pourquoi nous nous dirigeons vers ces gens-là. Parce que l'aide est concentrée au niveau des grandes villes, des grandes surfaces. Parce qu'il y a la télévision, il y a les caméras, il y a les grands hôpitaux, mais vers les petites contrées où il n'y a pas un centre de santé. Je peux vous dire, par exemple, Serge, que nous avons fait quelque chose. Comment? Nous avons essayé de faire arriver de l'argent un peu dans une petite communauté dans la Grande-Anse pour pouvoir acheter de l'eau pour les gens. Parce que les gens n'ont plus de système d'eau. Il n'y avait pas de système déjà d'eau, mais les citernes qui conservaient l'eau pour la communauté est partie. Toute l'eau a été évacuée, s'est évacuée, il leur faut de l'eau. Donc nous avons fait arriver de l'argent pour qu'ils puissent s'acheter un peu d'eau parce qu'il n'y en a pas. Deuxièmement, comment les gens vont-ils cuisiner? Parce qu'il y a une saison de pluie, il y a des problèmes. Donc nous allons nous arranger pour donner des bonbonnes de propane sur le terrain pour que ça puisse servir à ne pas couper les arbres pour faire du charbon, de ne pas utiliser les arbres pour faire la cuisson, mais faire arriver les bonbonnes de gaz propane chez les gens dans les cuisinières. Donc voilà autant de petites choses qui peuvent paraître dérisoires, mais qui sont essentielles pour les gens parce que nous sommes un pays quand même assez rural. Il n'y a pas que les villes, les grandes villes, il y a les petites contrées éloignées sont dénudées, qui manquent de tout. Bien sûr, bien sûr. J'en reviens au docteur Desmangles. Il insistait pour qu'on envoie surtout des rations militaires qui, par définition, n'ont pas besoin d'être manipulées, d'être cuisinées. C'est peut-être là aussi une solution. Et je ne sais pas si vous avez entendu ce cri du cœur de cette femme qui demandait de l'aide pour Petit Trou de Nip. À ce qui paraît, à Petit Trou de Nip, c'est catastrophique. C'est absolument apocalyptique, comme je le disais. Oui, absolument. Et ce sont justement des régions très, très lointaines, des grandes villes et qu'on a tendance à oublier. Voilà. Non, mais il y a plein d'histoires comme ça que nous voudrions mettre au jour pour montrer, mettre devant les caméras, pour montrer la vraie situation, la vraie réalité du pays. C'est pas au moment où l'incendie arrive qu'il faut chercher à l'éteindre. Il faut préparer aussi. Donc, c'est ça le problème de l'État d'Haïti, qui est un État instable. Et il nous faut retrouver cette stabilité politique d'abord nécessaire pour pouvoir construire sur la stabilité. Car on ne peut pas construire dans le désordre. Donc, il faut tirer les leçons de ce qui nous arrive, de ce qui était fait déjà en 2010 et de ce qui est fait aujourd'hui, malheureusement, en 2011, pour dire, écoutez, à partir de ce moment, voici les priorités de l'État. Nous, à UNIR, nous sommes en train de penser à cela, pour dire quelle serait la bonne politique à mettre en place pour
éviter, pour réduire le nombre de catastrophes dans le pays, pour réduire le nombre de victimes dans les catastrophes qui vont de toute façon arriver parce que nous sommes dans une région où la terre va continuer à trembler peut-être, malheureusement, mais aussi où nous serons chaque année et nous sommes sujets à des intempéries type tempêtes, cyclones, etc. Donc il faut revenir à la base, préparer. Eh bien, si oui, les rations militaires servent, eh bien, il faut les emmagasiner, les mettre quelque part pour les sortir au besoin quand la catastrophe arrive. Absolument, absolument. La politique à suivre, c'est que évidemment, on ne peut rien faire contre les phénomènes naturels, mais il n'y a aucune raison que les phénomènes naturels se transforment systématiquement en catastrophes naturelles. Une dernière question, Clarence Renoir. Vos gens qui sont sur place, donc qui sont un peu partout, et même dans l'arrière-pays, qu'est-ce qu'ils disent de la présence gouvernementale? Est-ce qu'il y a une présence gouvernementale importante qui essaye d'organiser les choses? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, ce qu'ils ont constaté, c'est surtout la présence de la protection civile en termes de bilan, qui présente les bilans, la protection civile fait des recherches. Il faut saluer ce travail qui a été fait par la protection civile. Mais il faut reconnaître aussi, Serge, qu'il y a les moyens de l'État sont faibles, l'État n'est pas organisé et les moyens sont faibles. Donc, l'État n'est pas représenté. Quand un maire d'une petite ville de la grandance, d'une petite commune veut absolument intervenir à la radio pour donner l'état des lieux, c'est que l'État n'est pas organisé. L'État aurait dû avoir les moyens de savoir immédiatement qu'est-ce qui se passe ou bien qu'est-ce qui s'est passé dans telle ou telle commune, aussi éloignée soit-elle. Donc, il y a une grande faiblesse d'organisation et qui probablement se traduit par cette absence d'intervention de l'État avec efficacité dans les régions qui sont les plus touchées où les personnes sont dans une situation très, très difficile. Donc, c'est ça ce que nous retenons, si vous voulez, au niveau de l'organisation, cette faiblesse et cette absence de l'État. Il y a des déserts, ou je dirais en Haïti étatique, dans le sens que même la police n'est pas présente dans certains endroits, ou même la police est sinistrée dans certains autres endroits, qui fait que l'État n'a pas les moyens. Je vais vous donner un exemple simple. L'État n'a pas les moyens de survoler le pays. S'il n'y a pas un hélicoptère qui vient des États-Unis, qui vient d'un pays étranger pour aider Haïti, l'État ne peut pas se déplacer pour survoler le pays. Donc, c'est quelque chose de grave. Je crois que nous devons prendre des dispositions dès maintenant pour qu'à l'avenir, ces choses-là ne se répètent plus. Bon. Je retiens de ce que vous nous avez dit qu'au moins la protection civile est sur place et essaye de faire de son mieux. Mais écoutez, Clarence Renoir, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci de cette initiative. J'ajouterais dans 30 secondes pour dire aussi qu'il faut reconnaître qu'il y a des volontaires et aussi des médecins, des infirmières qui sont sur le terrain. Ce sont des gens qui se sont portés volontairement sur le terrain, mais qui malheureusement ne trouvent pas d'encadrement. Ce que nous avons retrouvé dans le cri de Dr Doma. C'est ça, exactement. Eh bien, encore une fois, merci Clarence Renoir, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Bravo pour votre initiative. Vous avez des gens sur place qui essayent de faire quelque chose, de créer cette solidarité humaine, de proximité. Bon, c'est déjà ça. Merci Clarence et bonne fin de journée. Merci Serge. Merci, un plaisir. Voilà, c'était M. Clarence Renoir, coordonnateur du parti UNIR, qui nous faisait part de ce que ces gens sur place lui font remonter de la situation aujourd'hui dans le Grand Sud.